Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Club. On est de moins en moins synchro d'épisode en épisode. Moi, ça va bien, je trouve qu'il y a un côté un peu... C'est la liberté. Voilà, La liberté des podcasts. Les podcasts. Les podcasts, c'est pour taguer. T'as dit Qui m'a dit ma fille dit podcast. Ta fille qui a 9 ans. Ouais. Elle arrive pas. Moi, j'ai à chaque 37 fois, ans. Podcast. Et on rit. Nul. C'est marrant. On est donc avec l'homme qui ne sait pas prononcer podcast. Mais si, podcast. Podcast, ça Voilà. y est. Lucien Men. Bravo, Salut. Lucien. Bienvenue, Très belle introduction. bienvenue dans le royaume de la honte. Vous êtes chez moi. Prenez un siège. C'est des sièges bites. Ils sont tous ridicules. Asseyez-vous. Asseyez-vous Voilà. donc sur ma bite. D'amarrage. Il fait chaud chez vous. Je vais me déshabiller déjà. Ok. Ça Il faut commence. savoir que tous les invités du Boys Club sont nus. Sont nus Parce que en vous ne général. voyez pas. Bah oui. C'était gênant quand on a fait celui de Fab devant 120 personnes, mais bon, Bah écoutez, c'est la règle. Voilà. On est détente. Je ne suis pas pudique. Très moi, beau j'ai sexe, pas- j'ai pas- long et imberbe. Comme son J'ai corps. envie de partir. On est un verbe comme son. Oui, c'est vrai. Bah oui. Je suis on est un verbe. C'est, je crois, la seule personne qui a moins de poils que moi en France. C'est vrai. C'est fou. Déjà, oui. J'ai moins de cheveux déjà. Ah bah ça oui. Ça. Faut bien qu'il gagne quelque part quand même aussi. Arrête, Lucien, il est trop classe. The Boys Club, c'est donc, vous l'aurez deviné par rapport à cette intro, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Je suis avec Fab et tous les 15 jours, on reçoit un homme qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est avec Lucien Men qui n'a jamais écouté The Boys Club. Non, c'est vrai, j'ai honte. Mais Pardon. il ne faut pas. Comme C'est ça, très tu bien. découvres. Oui. C'est vraiment pas un prérequis d'avoir écouté. On aime beaucoup les candidats vierges. En terre Oui. inconnue. Et on commençait en off, avant de lancer l'enregistrement, on parlait de Survivor, ta grande passion, Eh qui oui. est donc... alors je vais dire le Koh-Lanta américain et tu vas me dire mais pas du tout, c'est Koh-Lanta qui est le Survivor français. Exactement. Donc Survivor, c'est l'émission de survie qui a inspiré Koh-Lanta et qui a inspiré plein d'autres Ouais. copycats à travers le monde. Tout à fait. Mais pour toi, rien ne détrône l'original. Alors peut-être que la version russe est trop stylée, mais Ils je sont l'ai pas dans regardé. la toundra et tout, ils tuent Ouais. des phoques. Non mais il y avait c'était une fiction, mais il y a eu un truc comme ça où justement ça s'appelait Toundra, je crois d'ailleurs. Ou de l'Ouzbékistan, tu vois, par exemple. Ouais, ça se trouve les Ouzbeks ils sont trop Mm. forts en Survivor, mais la version US est incroyable. Enfin, pour moi, c'est la meilleure série. C'est même pas la meilleure émission, c'est la meilleure série. C'est la série que j'attends le plus, c'est Survivor. Et est-ce que tu penses que ta passion pour Survivor a un lien avec ton genre masculin et avec les codes de la masculinité? Alors, pas directement parce que je pense pas qu'il faille être un homme pour apprécier Survivor à 200%, parce que c'est vraiment des mécaniques de jeu qui n'ont rien à voir avec le genre, même si il y en a certaines, puisque c'est des épreuves comme dans Koh-Lanta. En fait, il y a aussi des épreuves de il faut aller chercher un truc sous la flotte et le sortir, Bien. et ça pèse 50 000 kilos. Donc évidemment, la force brute masculine est souvent un petit peu plus avantagée, mais je trouve que justement c'est un show qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux fait sur cet aspect-là, parce que contrairement à Koh-Lanta, la force physique n'est pas le seul truc qui va te permettre d'être très très fort dans ce jeu. Il y a notamment énormément de puzzle games, ils appellent, et en fait là, souvent les épreuves sont divisées de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a un premier truc qui est assez physique, genre soit il faut aller chercher un truc en hauteur, soit il faut faire preuve d'équilibre et passer des ponts de singe et je sais pas quoi, et souvent il faut aller chercher des sacs dans lesquels il y a des pièces de puzzle et tu les rapportes, et là à la fin, eh ben, d'autres gens de ta tribu, ils appellent ça des tribus, doivent résoudre le puzzle, et c'est mais vraiment 85% du temps là-dessus, sur cette épreuve-là, Ouais. sur ce moment-là de l'épreuve, que ça se gagne. Et il y a parfois des équipes qui sont grave en avance sur la partie physique et ils se font rouler dessus parce qu'ils sont incapables de faire le puzzle. Alors, je sais pas si tu suis Koh-Lanta de ce fait-là, mais Bah, plus. ils ont vraiment venu vers ça aussi. C'est-à-dire C'est que cool. de plus en plus, tu as des puzzle games, et Ah, c'est justement, les meufs sont souvent plus ou moins à la bourre dans le truc, et elles Ouais. finissent par gagner à la fin parce qu'elles sont... Bah oui, Malines. parce que je sais pas si c'est complètement mais lié au genre, parce que non, mais bien sûr que non, dans- que c'est pas lié au genre, mais en tout cas, ça aide à compenser l'aspect Ouais. physique. Ouais, tout à fait. Et clairement, puis, quoi. il y a aussi plein d'autres épreuves qui n'ont à voir ni avec le physique, ni avec strictement les puzzles, mais qui ne sont pas gender-oriented, je dirais, avec un anglicisme. Mais ceci dit, il y a un vrai aspect de compète et tout qui sont plutôt des valeurs masculines. Hein. Et d'ailleurs, Pas aux États-Unis, mon cher ami.
Les meufs aux Explique-moi. États-Unis. Bon, en fait, je pense que c'est lié tout simplement à la culture de la nation américaine. C'est que la nation américaine. Non, ben oui, j'allais pas dire le pays parce que. Il y a une vraie culture. Bon, est-ce que c'est pas tout aussi toxique que la masculinité? Je sais pas. Mais il y a une vraie culture de. On t'élève pour gagner en fait, on t'élève pour être le winner et tout ça, ou du moins, enfin, là je le dis d'une manière très négative, mais en fait c'est assez admirable aussi dans Survivor, c'est que ils se donnent, en fait le but dans Survivor de tous les concurrents, c'est de donner leur meilleur et d'essayer au maximum et de se dépasser en fait, et de faire des choses de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait dans la vie. Et ça va être un podcast sur Survivor, hein. Si vous me laissez parler de Survivor, je vais parler que de ça, hein. En fait, c'est intéressant. On raccrochera les wagons. Mais parce que je pense aussi que on élève plutôt les petits garçons à se dépasser, et à être dans la compétition, plus que les petits. En tout cas, en France, je ne sais pas aux US comment ça se passe. Un peu moins. J'ai l'impression que c'est un peu moins présent aux US, ou du moins le fait que Survivor ce soit un jeu à la fin, tu peux gagner $1 million. Ça amène des gens beaucoup plus compétitifs à venir faire le truc. Et donc c'est pour ça aussi que je préfère largement Survivor à Koh-Lanta, c'est que Koh-Lanta, tu gagnes 100 000 balles. Les gens qui sont brillants dans la vie, ils peuvent gagner 100 000 balles. Enfin, tu vois, c'est pas évident, mais tu vois, s'ils veulent se mettre à fond. Aussi... Voilà, tandis que t'as beau, tu vois, être, je sais pas, entrepreneur dans la vie, te dépasser, être capable de faire 3 boulots en parallèle, à faire des ménages, tu vois, il y a plein de manières de se dépasser et de gagner de l'argent. Et tu vois, en France, on te dit, ouais, si tu veux participer à ça et gagner 100 000 balles, ouais, enfin, ça va pas te motiver, bof. Alors que $1 million, tu dis, ou d'euros, tu dis, ok, vas-y, je vais y aller. Et donc, ça te donne des concurrents qui sont beaucoup plus, ils ont la niaque. Mais du coup, cette longue intro sur Survivor et Koh-Lanta, elle est un peu liée à votre thème, parce que... Oui, bien sûr qu'elle est liée. Parce que, en fait, ces valeurs de compétitivité, de tu vas être le meilleur, et de si tu triches, mais que tu t'en sors, c'est pas grave, parce qu'en fait, à la fin, tu gagnes et tu domines les autres, et abandonner, c'est pas bien, sont des valeurs qui, comme on le disait, en tout cas en France, sont plutôt inculquées aux garçons et pas aux filles, parce que les filles ont un vrai côté empathie et il faut quand même pas prendre trop de place. Gentillesse, sensibilité, oui. Et tout ça. Est-ce que toi, c'est des valeurs avec lesquelles tu as grandi ? Je crois pas. Je crois pas, parce que mes parents sont, mine de rien, psychologiquement très intelligents. C'est des gens très éveillés et très modernes. Ils se définissent souvent comme des 68ards, et ma mère est très fière d'avoir lu Dolto au moment où c'est sorti et tout ça, et de nous avoir éveillés à tous ces concepts-là et à nous avoir élevés de cette manière-là. Et donc, très vite, ils nous ont inculqué des valeurs de... ce qu'il faut, c'est ne pas écraser les autres et effectivement faire de ton mieux. Mais si tu échoues, c'est pas si grave et tout ça. Et après, c'est marrant parce que moi, ça m'a rattrapé. Moi, j'ai un vrai problème avec l'échec et la peur de l'échec et le perfectionnisme toxique. Tu vois, le côté si c'est pas absolument parfait, bah, c'est que je suis une merde, et si je suis pas parfait, c'est que je suis nul. Enfin, tu vois, il y a aucune zone de gris dans mon esprit, et j'essaye de me faire ma propre psychanalyse et de me calmer un peu avec ça, mais j'ai beaucoup de mal. Quand tu dis que tu fais ta propre psychanalyse, ça veut dire que j'ai pas les couilles d'aller voir un psy pour l'instant. Parce que ça te fait peur ? Ouais. En fait, ça me fait peur pour 2 raisons. C'est d'une, de devenir accro. C'est-à-dire que de ne plus pouvoir vivre ma vie sans être épaulé par un ou une psy. Bon, c'est pas la vraie grosse raison. La vraie grosse raison, c'est que je doute beaucoup de mon talent artistique, et je me dis mais c'est aussi une construction sociale complètement conne sûrement, hein. Mais je me dis, si j'ai plus de failles, bah, je vais devenir inintéressant en fait. Voilà, parce que donc tu es auteur, réalisateur, comédien, plein de choses, tu as une chaîne YouTube, etc. Et tu penses que, comme tous les artistes torturés, si tu vas bien, t'auras plus rien à raconter. Il y a vraiment une part de ça, et c'est sûrement très très con, parce que en vrai, si je me faisais la paix avec mes failles, si j'acceptais mes problèmes et tout ça, je pense que ça me rendrait plus fort, évidemment, mais j'ai une espèce d'instinct qui m'empêche d'aller faire ça. Est-ce que je peux te donner une expérience tirée de ma propre expérience, parce que tu en sors. Un conseil, en tout cas un constat, c'est que en fait, tu vas boucher des failles et tu vas en créer d'autres. Ah oui. Et c'est pas grave en fait, c'est juste qu'en fait, en bouchant des trous,
ça va aller ouvrir d'autres trous en fait que tu soupçonnes pas jusqu'ici et qui sont pas, et c'est pas très grave. Mais donc en fait t'inquiète, t'en auras toujours. Et je pense que c'est un chemin, c'est le chemin d'une vie. Et c'est pour ça justement que c'est intéressant de dire que t'as peur de devenir accro, mais en fait c'est pas grave. C'est comme si tu disais j'ai peur de devenir accro au docteur, parce que quand j'ai un rhume. Quand j'ai un rhume, je suis obligé d'aller le voir. Bah non, en fait, juste si t'es malade, va te faire soigner et c'est pas très grave. Oui. Tu vois, oui, mais être accro, justement, c'est y aller quand t'as rien. Parce que Enfin, pour moi, ce que je comprends quand tu dis j'ai peur d'être accro, c'est j'ai peur de plus jamais imaginer ma vie sans un psy, ou j'ai peur de. Enfin, c'est ça. En fait, il y a des gens qui abusent des rendez-vous médicaux parce qu'ils sont turbo flippés et qu'ils ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas leur docteur qui leur dit vous allez bien, tout va bien. Ah, genre, dans ce sens-là, ok. Qu'ils n'arrivent pas à se persuader eux-mêmes. Mais je pense pas que ce soit. Mais c'est pas dans mon tempérament, donc c'est pas la vraie raison. Je pense que la vraie raison, c'est effectivement cette histoire de faille. Et paradoxalement, parce que tu vois, je suis conscient de mes failles et je me dis, c'est une richesse et ça me permet d'être peut-être un tout petit peu intéressant artistiquement. Et d'autre part, donc c'est complètement paradoxal. Il y a ce côté, mec, t'es une espèce d'ego, de sur-ego, ou j'en sais rien, mais c'est admettre que tu n'es pas parfait en fait d'aller voir quelqu'un comme ça. Et donc j'ai pas encore le cran et les tripes d'y aller. Et ça fait, c'est ridicule, mais pour l'instant, je suis un peu bloqué là-dessus. C'est pas ridicule. Pas du tout. Oui. Et en même temps, enfin. Pour moi, si t'as fait tout ce chemin dans ta tête, va voir un psy, t'as déjà tellement de trucs à lui raconter. Ouais, non, c'est sûr. Ah non, mais ça, c'est certain. Moi, je suis certain que je vais pas, si le jour où j'y vais, je pense qu'il y aura pas les moments gênants de silence de la première séance que parfois les gens racontent. Moi, c'est sûr que je vais dire, alors, j'ai extrêmement peur de la mort, j'ai ci, j'ai ça, et ça va partir très très vite, quoi. Je pense. Tu seras un bon client. C'est clair. Ton futur ou ta future psy aura bien de la chance d'avoir son premier rendez-vous. Et donc tu disais que t'as pas grandi du tout avec la peur de l'échec puisque tes parents t'ont élevé dans l'idée que échouer ça arrive et c'est pas la mort, mais que ça t'est venu. Est-ce que t'as une idée de où ça t'est venu, d'à peu près à quel âge ça a commencé à te venir ? Oui, j'ai une idée très, très précise de quand. Mais j'en avais déjà parlé dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, Mimi. Oui, car tu étais l'invité d'un de mes tout premiers podcasts sur Mademoiselle, que j'aime toujours beaucoup, sur les complexes masculins. C'est vrai. Que je vous encourage à aller écouter. Avec Nicolas Bernot et Mathias Jambon-Puillet. Oui. Et je parlais justement de ce moment où... c'est pas du tout, enfin, je lui en veux pas du tout et je comprends complètement les circonstances. Donc j'ai plus du tout de rancœur envers mon père. Mais quand j'avais 8 ans, il s'engueulait, comme tous parents, il s'engueulait avec ma mère. Mais il y a un jour, il s'est engueulé très fort avec ma mère. Et moi, je m'étais réfugié dans la salle de bain. C'était au moment du déjeuner, c'est genre le poulet du samedi dimanche, poulet frit du samedi après-midi, samedi midi. Et donc je m'étais réfugié. Enfin, je peux sortir de table. J'étais parti et j'étais dans la salle de bain à ce moment-là. Non, dans ma chambre. Et il était venu me trouver. Il était en colère et il était malheureux. Je pense qu'il était extrêmement malheureux parce qu'en fait, il avait l'impression que ses enfants lui volaient l'amour de sa femme. D'une certaine manière, parce que c'est un écorché vif qui n'a pas été aimé par sa mère et tout ça. Il a beaucoup de raisons d'avoir réagi comme ça. Et ça lui aurait fait beaucoup de bien d'aller voir un psy, justement, lui aussi. Mais maintenant, il est trop vieux pour ça. Bisous, papa, je t'aime. Ah ouais, 70 piges, il a autre chose d'autres chats fouettes. Maintenant, il faut qu'il kiffe la vie. Bon, bref. Et donc, il est venu me trouver dans ma chambre et il m'a dit tu vois, tout ça, c'est de ta faute. Et dur quand t'habites. Bah ouais, parce que je suis l'aîné, je suis le premier qui a, entre guillemets, volé l'amour de sa femme. Tu vois, tous ces trucs-là. Et là, j'ai fait d'accord. Ça doit être ça. J'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à venir. J'étais pas mature j'avais 8 ans. Ça, et j'ai dit non, il s'engueule à cause de moi, donc ça veut dire que j'ai fait des trucs pas bien et tout ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là où très rapidement en fait c'est pour ça que je parlais de salle de bain. J'étais après dans la salle de bain et j'ai regardé le miroir et j'ai dit t'es moche, et j'ai commencé à ne pas m'aimer en fait et à m'en vouloir pour des trucs au début qui n'avaient pas forcément de sens, quoi. Mais c'est parti comme ça. Et à partir de là, le côté échec, et il faut que tu prouves que machin, et il faut que tu fasses le maximum et que tu sois
soit irréprochable. Et je suis toujours, j'ai été très susceptible, je le suis encore un peu. J'essaye aussi d'évoluer là-dessus, mais j'ai été très susceptible parce que pour moi, à chaque fois qu'on me disait un truc, on me vannait ou tout ça, c'était une preuve de mon échec ou une preuve de ma faillibilité. Je sais pas si ce mot existe. Et je vivais ça hyper mal, quoi. C'était, je veux pas être imparfait, quoi. Je veux pas avoir de faute. Et tu te souviens de ce moment-là très précisément? Ouais. De cette phrase? Ah ouais, tout ça c'est de ta faute, ça. je me souviens très bien. Et il y a une deuxième phrase, donc tout ça c'est de ta faute. 8 c'est une piges, phrase c'est très dur, 8 piges. Ouais, c'est tôt. C'est tôt, mais il était malheureux. Et aussi, mon frère était né 1 an avant, parce qu'on a 7 ans de différence avec mon frère. Et il était tout petit, et donc ça pouvait pas être de sa faute et tout ça. Enfin, il pouvait pas. Et le truc, c'est que c'était moi l'aîné, donc c'était moi. Et en plus, ma mère a toujours eu. C'est autant de la faute de ma mère que de mon père, clairement. Et puis autant de la faute de la vie, en fait. C'est pas ni l'un ni l'autre, parce que c'est hyper dur d'être parent. Il n'y a pas d'école et tout, c'est vraiment trop dur. Ça serait bien d'ailleurs une école. Monter des écoles pour devenir parent. Ouais, tu imagines la gueule de l'école. Et en fait, ma mère avait une relation beaucoup trop fusionnelle avec moi et elle me surprotégeait beaucoup trop parce que, pour plein de raisons, quoi. Elle a cru qu'elle pourrait pas avoir d'enfant à un moment dans sa vie. Et au moment de la grossesse, elle a cru que ça se passerait pas bien. Elle a eu du mal à accoucher. Enfin, il y a eu plein de raisons pour lesquelles elle m'a surprotégé et elle s'est toujours mis beaucoup trop de mon côté parce que c'est difficile. Ça rompt un équilibre avec moi. Ça a rompu un équilibre avec mon père. Enfin bref, c'était voilà. Mais moi, dans ma petite tête de gamin de 8 ans, je me suis dit, ok, d'accord. Donc si papa il pense que ça, il doit avoir raison. C'était pas l'adolescence, tu vois. J'ai pas du tout remis en question. Après, c'est ressorti quand j'avais 15 piges. 13-14 dans ces eaux-là, pendant vraiment des circonstances bizarres, mais c'est toujours les repas en fait. Pendant un dîner, on faisait un barbecue, on était en Corse, et mon père il avait pêché lui-même parce que c'est un plongeur et tout ça. C'est un homme de la mer. Il avait pêché des langoustes et on faisait ces langoustes au barbecue. Trop bien, tu vois. Tu te dis, oh, ok, comment il peut y avoir un drame familial dans ce contexte-là alors que c'est trop stylé. Et c'est parti pour une broutille et il m'a encore rebasculé la faute. Et comme j'étais adolescent et que je commençais à réfléchir et à avoir des bribes de début de pensée d'adulte, j'ai explosé et j'ai passé 1 heure à lui hurler dessus et à lui dire ça fait 10 piges que tu m'accables, enfin 10 piges non, 8 piges, que tu m'accables de tout et de rien et c'est atroce et j'en peux plus et je vais tout balancer dans la gueule. J'ai appris des années après par ma mère qu'il n'avait pas dormi de la nuit, il avait passé la nuit à pleurer, le pauvre. Enfin, tu vois, mais c'est des choses qui te bâtissent en fait. Et au final, je pense que ça a beaucoup construit ma façon de voir l'échec, la perfection, le fait d'être infaillible et de vouloir être toujours pas toujours le meilleur, parce que je m'en foutais de ça, d'être le meilleur, mais de toujours être bon. De toujours être. Qu'on me dise pas comment t'es nul à ça. Je détestais ça. Et ça m'a toujours. Mais on te l'a vraiment dit? Comment t'es nul à ça ou c'était ça arrive ta toujours, perception? Bien sûr. Mais des gens qui te disent t'es vraiment nul à ça. Bah ouais. Non mais tu vois, j'ai un exemple qui est complètement stupide et un peu marrant. C'est que au moment de la Super Nintendo, ça date déjà ton. Vous allez voir, il y a un lien. Oui, je suis né en 1980, donc forcément, c'est des références de yeux un peu. Au moment de la Super NES, j'ai un pote qui me la prête avec Street Fighter 2. Voilà. Le bonheur. Donc toi-même, tu sais, tu es de la même génération que moi. Voilà, tout le monde parlait que de ça dans les cours de récré et tout, et on voulait tous être forts à Street. Et donc je rapporte la console et le jeu chez moi. Je ponce le jeu pendant une après-midi. Mon frère, je sais pas, il était au karaté, il était pas là, quoi. Et donc, rappel des faits, il a 7 ans de moins que moi. Donc à ce moment-là, on est en 94, j'ai 14 ans, il a 7 ans. Je ponce le jeu et je commence à savoir faire des Hadoken et des trucs comme ça. Je suis trop content et je me dis, yes, je vais le niquer. Il rentre en fin d'après-midi. Je dis, Max, viens voir, j'ai un nouveau jeu et tout. Ah, il est trop content. Il me dit, trop bien, Street Fighter, trop bien. On commence à jouer. Les 2 premiers matchs, le premier match, je l'éclate. Le deuxième match, je gagne, mais genre 2-1. Et à partir du 3e match, il m'a roulé dessus parce qu'il a un instinct, il est fort en jeu vidéo. Et ben, j'ai tellement jeté les manettes, mon gars, j'ai tellement ragé comme un ouf. Pendant, je crois, 10 ans, 15 ans, j'ai plus joué à un seul jeu vidéo. Voilà.
C'est un peu overkill comme réaction. C'est complètement overkill. Tu te coupes de fun. En fait, je jouais plus à aucun jeu vidéo, au moins compétitif. Je faisais des jeux vidéo par moment, mais la plupart des jeux vidéo, je n'y jouais plus. Et encore maintenant, tu vois, parfois, Noël dernier ou Noël d'avant, Noël d'avant, on jouait à Battlefront avec mon frère encore. Et on ne jouait pas l'un contre l'autre, mais je voyais ses scores et les miens, et je disais putain, mais tu me saoules, t'es trop fort, tu m'énerves. Parce que j'aime pas être nul en fait. Et les jeux vidéo, bon voilà, mon esprit n'est pas fort pour ça. Bah, je suis nul et je déteste. Et voilà, c'est stupide. Voilà. Vous faites tous les deux un sourire de ce mec est timbré. Mais non, pourquoi tu dis ça? Pas timbré, mais waouh. Non, moi, avec mon frère, on fait ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve chez mes parents à Noël et je ramenais systématiquement. J'ai arrêté maintenant parce qu'en fait, je ramenais systématiquement ma console et on jouait aux jeux de basket parce qu'on est tous les deux grands fans de basket. Des fans de basket, ouais. Et on jouait à NBA 2K et en fait, je prenais toujours l'équipe la moins bonne et lui, il prenait l'équipe la meilleure et en fait, je le hâtais à chaque fois et on faisait un match où il était et puis le deuxième, il pétait un câble. Ouais. Et moi, j'étais là. Je sais pas, viens, on continue à jouer. En fait, c'est trop cool. Ouais. T'es un peu mauvais perdant, toi aussi, Fabrice. Non, mais oui, j'aime pas perdre. Mais je suis, en fait, je vais pas pourrir le truc si jamais je perds. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire j'arrête voilà, de jouer pendant 15 ans. Ouais, c'est ça. Ce qui est la fin du game de. Et moi, j'étais insupportable. J'étais insupportable. Je me souviens. Attends, c'était. Une fois, mais c'est vraiment. Mais est-ce que ton frère se l'a raconté aussi ou pas? Non, ou lui juste. Mais non, c'était un petit bout. Il avait 7 piges, il était gentil comme tout. Enfin, franchement, c'est pas du tout de sa faute à lui, quoi. Lui, il était là, non, viens, on joue. Enfin, franchement, il était trop mignon, quoi. Et moi, je peux faire un boys club avec ton frère où il me dira que c'est le fait que son grand frère voulait pas jouer aux jeux vidéo avec lui. Non, mais en vrai, mon frère, je pense que ce serait très intéressant de l'inviter. C'est pas une personnalité publique, mais il a une façon de penser qui est vraiment. Tellement intéressante et il réfléchit tellement justement à toutes ces questions de masculinité, de sexisme, vraiment il est plus féministe que 80% des meufs que je connais et vraiment il est très très intéressant là-dessus. Et en plus il est en entreprise, enfin il a plein d'insights qui sont très intéressants. C'est noté. Voilà, je vous donnerai son contact. Très bien. Et il y a pas longtemps, non, je devais avoir 20 piges. J'étais avec une de mes premières meufs importantes avec qui on est resté longtemps. Et un soir, on était des galériens, on avait 20 ans, on n'avait pas d'argent. Et donc un soir, elle me dit ah tiens viens, on va faire un truc que je fais parfois avec mes potes d'école d'art. Bon. Donc elle dessinait plutôt bien. Moi j'ai toujours dessiné plutôt pas mal, mais pas ouf. Et en fait, son jeu, c'était on prend tous les deux une feuille et on fait une BD en parallèle. Et en fait, on fait une case chacun et on fait un genre de petit cadavre exquis, voilà, mais construit dans une BD. Okay. Et en fait, l'idée, c'était pour chaque case, moi, j'écris une phrase de texte, genre une didascalie, et ça va être à elle de le dessiner et réciproquement. Et voilà, et on fait ça. Et je me souviens, moi elle m'avait mis un kangourou dans ma BD et j'ai dessiné un kangourou tout pété, il était chum et j'étais là, il est nul. Et donc c'était donc le setting de ma BD, enfin le contexte de ma BD. Moi j'écris la deuxième bulle en disant le kangourou il va faire des courses et elle dessine un kangourou stylé. En même temps c'est des études. Mais oui, mais je te dis, il y a aucune rationalité dans ce que je dis. Est-ce que t'as arrêté de dessiner? Non, mais j'ai pété un câble. J'ai fait putain, vas-y, mon kangourou il est nul. Comment t'as fait? Ça me fait trop chier. Vas-y, là, ça me saoule. Et j'ai été relou. Et c'est elle qui a dit non, vas-y, viens, on arrête, c'est relou. Tu casses les couilles. Et on a arrêté de faire ça parce que je bitchais beaucoup trop. J'étais là, mais non, putain, je suis nul. Putain, mais pourquoi j'ai pas compris que le kangourou ça se dessinait comme ça? J'étais relou, hyper chiant. Une fois, j'ai pété un câble avec cette même meuf. Je voulais faire des œufs au plat pour le petit-déj. J'aime bien voir, c'est toujours les trucs les plus triviaux. Mais non, mais je te du jure, monde. mais c'est de la merde. J'ai pété un œuf, le jaune, hein. Des choses qui ouais, voilà. Et j'ai même pas genre éclaté la coquille dans la poêle ni rien. C'était pas grave, c'est juste un jaune qui a coulé, quoi. J'ai pété un câble, j'ai hurlé. Parce que j'avais échoué. T'étais dans Top Chef ou? Mais non, j'étais juste dans moi-même, ma tête, et moi qui voulais faire des œufs au plat parfaits pour la meuf que j'aime, tu vois.
Et donc c'est bien intentionné mais insupportable et super chiant. Et elle m'a dit c'est quoi, c'est pas grave, regarde. Et elle a scramble, elle a éclaté les œufs, elle fait voilà, ce sera très bien. Et elle a mangé ces œufs là, elle m'a dit t'inquiète, moi je suis trop contente que tu m'aies fait des œufs. Mais j'étais relou, j'étais insupportable. Comment t'en es, parce que tu parles au passé, je pense que ça va mieux de ce que tu me dis. C'est pas encore en fait, la détente totale de pas réussir à faire un truc, mais mon instinct c'est ça. Et depuis des années, parce que justement, j'ai des gens un peu plus refroidis dans leur tête, un peu plus qui ont les idées plus calmes que moi. Parce que beaucoup de colère, en fait, beaucoup de nervosité là-dedans. Et elle m'avait appris beaucoup de choses là-dessus. Et mon frère, tu vois, tout au long de ma vie, souvent, il m'a dit mec, vas-y, calme-toi, on s'en fout, viens. Et c'est lié aussi à un truc où deuxième chose qui me rend taré, c'est de gâcher. C'est-à-dire que la phrase, mes potes l'utilisent souvent pour se foutre de ma gueule, c'est que la phrase qui me rend le plus triste au monde, c'est t'as tout gâché. Donc c'est un peu lié aussi. C'est un peu lié aussi. Et donc Max, sans jouer là-dessus, de manière sadique, mais dit viens, on nique pas le fun, quoi. On s'amuse quand même, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai un peu réfléchi là-dessus, j'ai un peu pris de recul, et je me suis dit en fait je suis chiant. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis chiant, et les gens disent putain, parfois c'est intense d'être avec toi, parce que de te fréquenter, parce que t'es relou, ou tu te mets en colère folle pour des trucs pas graves, quoi. T'en as déjà parlé à ton père de ce fameux moment, parce que tu t'as dit que tu lui en voulais plus, que t'as compris, etc. Enfin, t'es grand maintenant. J'en ai pas parlé directement parce qu'en fait, en dehors de cette esclandre quand t'étais ado. Ouais, là, je lui ai mis dans la gueule, mais de façon colère. Un peu plus tranquille. Non, parce que en fait, c'est un peu difficile mon rapport à mon père, parce qu'il est très fragile en fait, émotionnellement. C'est vraiment un gros cœur, quoi. C'est vraiment un homme sensible, et vraiment c'est beaucoup plus facile de lui faire monter les larmes aux yeux qu'à beaucoup d'hommes, quoi. Mais toi aussi, non, t'as l'air d'être sensible. Ouais, mais moi j'ai une énorme couche de construction sociale qui bloque. Avant que je pleure en public, il faut vraiment aller très très loin. Mais c'est pas ça en fait, c'est juste que en fait comme il a passé sa vie à croire que les gens étaient contre lui et ne l'aimaient pas et tout ça. Et même sa famille, en fait. J'ai pas envie qu'il l'interprète mal, et j'ai pas envie de... Tu vois, c'est difficile, en fait, de... Enfin, ça se trouve, il écoutera ça. Il va écouter ça, mais peut-être que ça va créer une discussion. Oh, tu sais, il va m'envoyer des textos en disant « Alors, c'est dans la barre d'adresse qu'il faut... » Peut-être que tu peux lui set-up... J'ai fait ça pour ma mère, je lui ai installé une appli de podcast et je lui ai mis les podcasts que je voulais qu'elle écoute. J'ai mis Histoire de Daron. Ouais. Elle aime bien. Ouais. Tu connais pas mon père. Okay. C'est vrai que ma mère n'a pas. Non, mais je lui ai filé mon ancien iPhone, et il galère vraiment à faire des trucs. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu crois pas que si aujourd'hui, alors maintenant tu dis il a 70 ans, toi t'as 37. Bientôt, voilà, 37, vous êtes deux adultes en fait. Ouais. Toi, il te reste encore un long moment. Et en fait, je pense qu'il n'est pas obligé de le prendre. Il n'est pas obligé de le prendre, tu vois, de se fouetter la gueule avec cette histoire en fait. Mais à quel point, je me rends pas compte en fait, à quel point toi ça peut t'aider à... Je sais pas. Le truc, c'est que j'ai fait la paix avec ce truc-là. Ok. Je crois que c'est bon. En fait, c'est derrière moi, et déjà c'est une grande avancée de dire je lui en veux pas du tout, parce que je lui en veux vraiment pas du tout, et de le penser sincèrement. Plutôt, il y a 10 ans, j'aurais pas dit la même chose. Ok. Et en fait, je sais pas si... En fait, je crois pas que ça m'apportera beaucoup de choses à moi d'avoir cette discussion avec lui directement et de lui ressortir ça. Mais je crains que ça lui fasse du mal. Donc, je lui veux vraiment aucun mal. Donc, je me dis, si on a des trucs très sérieux à discuter entre nous, autant que ce soit d'autres choses qui peuvent nous apporter à tous les deux, quoi. Et t'en as déjà parlé à ton frère ? Parce que du coup, il avait 1 an, donc... Ouais. Non, mais mon frère, c'est mon meilleur ami, donc vraiment, il est au courant de tout. Et en plus, il est brillant, quoi. Il est beaucoup plus intelligent que moi, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. Il y a plein de choses pour lesquelles il m'a donné des conseils, alors que moi j'avais 22 ans et lui 15, quoi. Et il était beaucoup plus
mature que moi, quoi. Et donc il y a tout un tas de choses qu'on a discuté ensemble. Et d'ailleurs, mais c'est vraiment intéressant que vous parliez avec lui parce que lui il s'est construit. Moi je me suis construit comme le mec fautif toute ma life, et je me suis construit comme étant le boulet ou le mec irresponsable, ce genre de choses. Et j'ai encore ces constructions mentales. J'ai encore cette perception de moi. J'essaye de lutter pour que ce soit de moins en moins le cas. Et lui, justement, s'est construit comme le mec stable, comme le mec fiable, comme le mec responsable, intelligent, mature. Et tout le monde l'a perçu tout le temps comme ça. Il a toujours eu ce rôle-là, instinctivement, que ce soit dans les groupes de potes, dans la famille, dans ses relations avec les nanas, ses relations amoureuses. Et en fait, lui, il a un gros déficit de « mais vous voyez pas que parfois je vais mal aussi ?» Et lui, il est vraiment... Moi, on dit « ah, on est d'une certaine manière compatissant et parfois même condescendant avec moi parce que je suis genre... Oh là, c'est l'artiste, c'est le chaotique, c'est le mec, c'est le chaos. Il est irresponsable, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et Max, c'est le colosse au pied d'argile. Tu vois, personne ne sait qu'il a des pieds d'argile. Et c'est normal, en fait. On a tous des faiblesses, on a tous des failles, on a tous des trucs qui sont difficiles et des moments durs. Et lui, personne ne les voit de base. Et il est obligé de faire un effort, de dire en fait, là, je vais très mal en ce moment. J'ai besoin d'en parler avec des gens. Et c'est dur pour lui, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il est infaillible. Et voilà. Mais donc, toutes ces choses-là, ouais, j'en ai vachement parlé avec lui. Et il m'a apporté beaucoup, quoi. Je suis amoureux de mon frère, hein, ça se voit. Hein. Non, mais vous avez un grand respect, quoi. C'est cool. Ah ouais, non. Ouais, et du coup, tu parles du fait que c'est plus difficile pour lui que pour toi d'exprimer des émotions. Mais en fait, jusqu'ici, tu m'as parlé d'exprimer de la colère et pas forcément grand-chose. Et c'est... typiquement masculin, c'est la seule émotion que les hommes ont le droit d'avoir. Hein. C'est la colère ou pleurer si leur chien meurt, c'est tout. Ouais. C'est des choses que vous avez le droit de faire. C'est ça, non mais t'as raison, c'est complètement Et en fait, ça. est-ce que... Mais tu vois, tu dis que t'es émotif et en même temps, tu pleures pas en public. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça aussi pour le reste des émotions, à part je suis vénère, j'ai perdu Astrid. Ça, ouais. Ça va. Ah, ça, cette émotion-là. Comment ça se passe pour le reste? Le rire est une émotion, donc ça va. Ça va, j'ai toujours plutôt pas mal exprimé. C'était clairement une échappatoire aussi. Hein. Je sais pas trop. Mais après, je me suis construit aussi dans des personnages. Toute l'adolescence, pardon. Putain, j'ai l'élocution aujourd'hui. Toute l'adolescence, je me suis très vite identifié à fond à des personnalités de poètes maudits un peu. Que ce soit les poètes maudits ou tu vois, Baudelaire, Rimbaud, machin, ou Kurt Cobain, Jim Morrison, ce genre de personnalités-là. Et en fait, je me suis beaucoup construit dans l'adolescence, dans c'est cool d'être torturé et malheureux, en fait. Et après, quand j'ai commencé à être un peu un adulte, genre vers 20 ans, là, j'ai déconstruit ça et j'ai construit un énorme phénomène de méthode Coué, de fake it till you make it. Et non, ça va, tout va bien, je suis confiant, je suis conquérant, tout va bien, Et voilà. Et maintenant, je suis en train, ça fait peut-être 5-6 ans, que j'essaye de trouver un juste milieu entre les deux. Et de me dire, en fait, mes failles et mes erreurs et mes faiblesses, si je me les approprie, ça va devenir grave une force. Et en fait, par exemple, le stand-up m'a pas mal aidé avec ça. Parce qu'en stand-up, t'es tout seul avec un micro devant une salle et t'es censé les faire rire. Et quand tu échoues, c'est vraiment... il y a impossibilité de ne pas voir ton échec, en fait. Tu dis punchline, silence. Ah, ok. Là, j'ai fait de la merde. Ma blague est pas marrante, ou je l'ai mal racontée, ou ma tête leur revient pas, mais il y a beaucoup de chances pour que tu aies échoué. Et donc là, ça, c'est dur. Et parfois, il y a des accidents aussi. Tu veux sortir ta punchline, sauf que tu te trompes de mots. Moi, ça m'est arrivé une fois, je voulais dire shampoing, j'ai dit sandwich. Dans ma tête, ça rend la vanne encore plus drôle. Mais justement, et en fait, c'est cet événement, je m'en souviens parce que c'est cet événement qui m'a fait comprendre ça. Ma vanne, c'était
moi, c'est pas une vanne folle, mais c'était j'ai pris ma douche et mon gel douche c'était pomme cassis, mon shampoing c'était pêche abricot. Il me manque plus qu'un seul fruit et légumes et c'est bon, j'ai fait mon truc. Bon, c'était mieux formulé que ça, mais bref. Et donc je sors cette vanne là et à la place de shampoing je dis sandwich. C'est très marrant. Mon sandwich c'est machin et je le réalise, je vois les gens qui font une tête de what et je dis hey, j'avais prévu de dire shampoing, j'ai dit sandwich. C'est de la merde et j'ai fait exprès de tomber sur scène. Je me suis vautré. C'est comme si tu disais hey, salut mon pote. Et je me suis vautré sur scène, je suis tombé par terre et je me suis relevé, je fais voilà, c'était ce que je viens de faire et les gens ont éclaté de rire. Et en fait, tu sais, parce que c'était spontané, ouais, c'était sur le moment et j'ai illustré mon échec et en le prenant à bras le corps et en disant voilà, j'ai m'éclate, foiré ma vanne et c'était de la merde, mais je vais en rire avec vous. Et là, les gens m'ont adoré en fait d'avoir fait ça. Et ben putain, c'est là que j'ai compris ah mais en fait c'est cool si tu réussis tes trucs, c'est ce qu'on il faut essayer de travailler de manière à réussir ce que tu as prévu de faire. Mais si tu échoues dans le processus, eh ben ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas à te dire ah putain quelle grosse merde, je sors de scène, tu vois. Il faut rester sur scène et dire hé, regardez, j'ai fait ça et trouver un moyen d'en rire et trouver un moyen et dans le métier d'acteur c'est une notion très importante en fait, en tout cas dans ce que je suis, qui est la méthode de l'acteur studio, machin, tout ça. Et il y a un principe qui s'intitule les pensées réelles. C'est-à-dire qu'il faut toujours, peu importe la situation que tu es en train de jouer, peu importe le personnage, que tu incorpores ce qui est en train de se passer en temps réel. C'est-à-dire que tu es en train de jouer une scène où tu te fais larguer par ta mec ou ton mec ou ta nana, et il y a quelqu'un qui se pète la gueule ou qui marche dans la merde, et ben incorpore-le, au moins regarde, au moins fais une petite complicité avec ton ex, j'en sais rien, mais comme dans la vraie vie, quoi. Comme dans la vraie vie, voilà, incorpore ce qui est en train de se passer parce que c'est réel et que le métier d'acteur c'est de réussir à rendre des situations imaginaires réelles. Et voilà, et donc tout ce côté pensée réelle et incorpore ce qui t'arrive, ce qui est en train de se passer, voir ce que t'as la diarrhée. T'es en train de passer un entretien d'embauche. La scène, c'est tu passes un entretien d'embauche, il faut que tu sois carré. Sauf que dans la vraie vie, toi, l'acteur, t'as la chiasse. Et ben incorpore-le dans ton jeu et machin, et ça rendra le truc beaucoup plus riche, beaucoup plus réel et bien mieux. Et il y a un blooper de je sais plus quel film français. Enfin, c'est pas un blooper, mais c'est des scènes coupées où t'as Depardieu et Anconina. Ça commence bien. T'as un très grand acteur, je trouve, Depardieu et Anconina, qui est pour moi un acteur un peu médiocre, qui joue une scène, et Depardieu il essaye de l'amener à son niveau en fait, et il le bouscule sans cesse. Et il y a plein de moments où il lui dit des trucs qui sont pas dans le script, et il l'interrompt, ou il le bouscule, il lui donne une tape sur l'épaule et tout ça. Et Anconina, à chaque fois, il s'arrête de jouer, il regarde la caméra genre merde, qu'est-ce qu'il fait? Et Depardieu arrête pas de lui dire mais continue, joue putain. Tu sais, bon, c'est Depardieu quoi. Mais il se vénère, il dit mais putain, pourquoi tu t'interromps là? Pourquoi t'arrêtes ce que je fais là? Mets-le dans ton perso. Et il lui dit vraiment ça quoi. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et pour moi c'est un truc qui fait la marque des grands acteurs et des grandes actrices, c'est que tu continues à faire ton truc. Et il y a des moments dans les films, tu peux voir qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Donc les gens se souviennent de toi parce que t'es tombé donc sur scène. Ouais. Parce que t'as des sandwichs. Vous étiez là au Rex pour la soirée Golden. Vous vous souvenez ou pas? T'étais pas là? Moi j'étais pas là non plus, non. Ah merde. Bon, il s'est passé un truc fou. Il s'est passé un truc fou comparable, et après j'arrête de parler de ce genre de truc. J'ai prévu un passage où je parle de l'expression clou du spectacle. Et donc je commence et tout, je dis parce que je devais présenter un montage d'un best-of de vidéo Golden. Et donc je fais un truc en mode stand-up et tout, et je commence 1 minute, ok, ça se passe bien. Et à un moment je dis, en fait là je suis venu pour vous présenter le best-of, en gros le clou du spectacle. Et je prends une petite pause, je dis putain, le clou du spectacle c'est marrant comme expression. Qu'est-ce qui a inventé cette expression? Et là il y a un mec dans le public qui fait Jésus, mais très très fort. Et toute la salle éclate de rire. Et il m'a flingué
les 3 minutes que j'avais écrit après, parce que j'avais écrit 3 minutes sur l'expression clou du spectacle. Putain. Et je me dis, waouh, c'est foutu, je suis flingué. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai laissé les gens rire et je dis, mec, je te déteste, ta vanne est 1000 fois meilleure que toutes mes vannes d'après là. Ok, bah, j'ai plus qu'à sortir de scène. Et j'ai pris le micro et j'ai fait mic drop. Et j'ai dégagé de la scène. Mais je l'ai incorporé au truc. Ouais. Tout le monde m'a parlé de ça. Tout le monde m'a dit, putain, c'était le meilleur moment de la soirée. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il le disait pour être sympa avec moi, mais en vrai, je pense sincèrement que d'avoir fait ça et d'avoir réagi comme ça, j'étais trop content de moi parce que, bon, sans vanité, hein, mais parce que j'ai pris l'échec à bras le corps et je l'ai transformé en un truc qui m'a mis en valeur au final. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, il était trop bien ton passage, le mic drop, ça m'a tué, j'étais trop mort de rire. J'ai dit, ok, cool, c'était tellement pas prévu, j'avais pas prévu de faire ça. Et c'est juste que j'ai bien réagi à un truc négatif parce que le mec a fait une vanne qui était bien meilleure que mes vannes qui étaient écrites après. Ah, t'as parlé de plein de trucs, mais t'as fait beaucoup de stand-up, t'as fait première fois. J'en ai pas fait beaucoup. Non, j'ai pas fait première fois. T'as jamais fait première fois. Ça fait 2 ans qu'à chaque fois que je croise Yacine, il me fait éventuellement, n'hésite pas à passer. Et je dis ouais, grave. Et il est trop gentil, il m'a ouvert la porte dès la première fois. Oh, excellent. Et je sais pas pourquoi, mais je suis un gros feignant. J'écris pas. Est-ce que c'est parce que t'as peur d'échouer ? Un peu, hein, en vrai. Alors que t'as appris quand même 2 fois sur scène que, en tout cas, l'échec de ma vanne marche pas. Ouais. Tu peux en faire quelque chose. Bah ouais, complètement. Et en plus, pour les gens qui ont la chance d'assister à la première fois, c'est le meilleur contexte que tu puisses imaginer pour monter sur scène, faire des vannes. Quoi, parce que... Oui, petit moment contexte public éventuellement non parisien ou non habitué aux soirées première fois. C'est des soirées lancées par Yacine Bellous et Mime. Et Mime, oui, j'étais sur Mid, mais c'était un autre DJ. Et Mime qui gère l'aspect musical. Et donc le concept, c'est des comédiens, comédiennes et artistes de musique qui viennent faire un truc sur scène pour la première fois. Donc soit un sketch qui a jamais été joué, soit une chanson que jamais personne n'a entendue. Et du coup, le mot d'ordre de la soirée, c'est soyez cool, parce qu'en fait, les gens se foutent à poil. Ils ont pas rodé leur sketch 30 000 fois devant 1000 personnes. C'est ça. Vous êtes les premiers, ils vous font un cadeau. Ouais. Donc profitez-en. Et c'est vachement cool parce que déjà, t'as de tout, donc t'as de la musique et de l'humour, donc c'est chouette, et parfois de la musique drôle. Et donc, best of both worlds. L'ambiance est très cool et ça permet de voir des gens comme Kian Kojandi ou Bérangère Krief qui viennent des fois tester des sketchs. Kian a testé l'intégralité de son... Enfin, a fait pour la première fois l'intégralité de son spectacle là, qui vient de terminer, Pulsion. À première fois, c'est-à-dire que vraiment, il a joué tous les mois un nouveau sketch qu'il a fini par bosser des dizaines et des dizaines de fois pour finir par arriver à La Cigale, je pense, quand il a fini par jouer dessus, quoi. Donc c'est vraiment des soirées où en plus il y a moyen de voir des trucs pour la première fois. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens qui montent sur scène pour la première fois de toute leur vie. Comme par exemple Charlie de Mademoiselle l'a fait. Non, elle a fait le One Man Show. C'est Clémence qui a fait première fois. Clémence est montée sur première fois. Et en fait, donc Clémence, c'est la première fois qu'elle monte sur scène et elle va faire son texte pour la première fois. Et à côté de ça, t'as Kian qui monte aussi pour la première fois. Et en fait, les deux sont limite à égalité parce qu'en fait, ils se chient de la même façon dessus. Parce que quoi qu'il arrive, même si t'as une expérience comme celle de Kian, c'est toujours compliqué de faire un texte pour la première fois. Donc rien que pour ça, cette soirée est trop cool. Donc si vous passez par Paris, c'est 1 fois par mois à la Nouvelle Scène et ça coûte en plus 10 balles, donc c'est pas cher. Pour le nombre de gens qu'il y a, c'est vraiment pas cher et c'est très cool. Mais et peut-être qu'il y aura aussi un men. Réservez vite parce qu'en général c'est blindé en 2 jours. Oui. Les réservations. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a mené ? En fait, je trouve ça étonnant que quelqu'un qui a énormément de mal avec l'échec au point de pas jouer à des jeux de combat parce qu'il a perdu à Street quand il avait 10 ans. Et ça m'étonne que tu sois allé vers le métier d'acteur parce que pour moi, tout ce qui est artistique, c'est tellement intime que l'échec est déjà de base beaucoup plus dur à gérer que si t'es comptable. T'es comptable, tu passes un entretien d'embauche de comptable. J'ai raté mon croisé dynamique. Non. Tu vois, t'es pas pris en comptable, c'est pas des trucs qui touchent à ton identité, donc ça fait pas plaisir, mais c'est pas dur, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'es acteur ? C'est un autre problème psychologique. C'est très égotique, mais c'est ne pas vouloir accepter que mon existence est vaine et vouloir marquer l'histoire. Bon, là, je suis en train de commencer à admettre que ce sera pas le cas, mais en fait, j'ai grandi en admirant des gens, en admirant Kurt Cobain, en admirant Jim Morrison, en admirant Janis Joplin.
et Marlon Brando et Al Pacino. Et je me suis dit, mais en fait, à quoi sert... Ou d'autres artistes, j'en sais rien, Van Gogh, Dali, en me disant, ouais, mais en fait, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour créer quelque chose qui va apporter un truc à l'humanité. Et j'ai toujours été attiré par les arts, en fait, que ce soit pictural ou les films ou la musique. Mais je me suis dit, il faut que je sois... C'est l'envie, en fait, l'envie d'être comme les gens que j'ai toujours admirés, en fait, et d'être admirable, du coup. Donc, il y a un côté égo, bien sûr. Mais ouais, voilà. En fait, de faire des choses que moi j'admire et ça m'a toujours donné envie, en fait. Et je me suis jamais, en fait, aussi loin que je me souvienne, imaginé faire autre chose qu'un métier artistique, en fait. Mais en parallèle, ça m'a, avec mon état d'esprit, ma façon de penser, ma façon de concevoir les choses, ça m'a paralysé pendant des années. Et c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de choses avant mes 31, 32 ans, quoi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des day jobs à la con, à bosser aux Galeries Lafayette, à porter les sacs des dames riches, au lieu de poncer les salles parisiennes en faisant du stand-up, ou au lieu de me démerder à réunir 3 potes et 4 bouts de ficelle pour faire des courts-métrages. J'ai perdu beaucoup de temps. Parce que j'avais peur que si toutes les conditions ne sont pas réunies, ce sera de la merde. Et c'est pas grave, en fait, maintenant je le sais, c'est pas grave de faire de la merde, c'est pas grave de rater un sketch ou une vidéo ou un concert, j'en sais rien, c'est pas grave, en fait. Mais j'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Et donc au final, ta carrière a pas démarré depuis si longtemps que ça. Ah bah non. Vous l'avez vu. Comme t'es en train de dire déjà, je suis en train d'admettre que ça sera pas le cas. Bah, c'est que je veux faire un métier où ton âge compte. Ah, tu penses ? Mais t'as toujours des histoires de machin qui a pas d'éclat, enfin, qui a pas joué un rôle jusqu'à ce qu'elle ait 48 ans et maintenant elle a un Oscar, tu vois. Oui, Frances McDormand, c'est trop cool de voir des exemples comme elle, ou comme Berléand en France, ou Dustin Hoffman, qui lui-même a eu son premier rôle, ce qui est marrant parce qu'il jouait The Graduate, donc c'est un lycéen qui va avoir son bac, et il avait 32 ans. Bon, d'accord. Et j'ai la chance de faire beaucoup plus jeune que mon âge physiquement, donc c'est cool. Mais je me dis, putain, la route est longue, et pour aller au ciné, pour faire des rôles vraiment marquants et tout ça, il y a quand même beaucoup... Parce que c'est ton ambition, en fait, depuis toujours. Enfin, mon ambition quand j'avais entre 9 et 15 ans, c'était plus le théâtre. Mais quand j'ai commencé à découvrir des films majeurs, je me suis dit, non, quand même, tu touches encore plus de gens, en fait. Tu marques encore plus l'histoire. Parce que des acteurs de théâtre légendaires, il n'y en a pas énormément. Il y a Sarah Bernard. Bon, voilà, tu vois, c'est parce qu'elle était sur beaucoup de posters de Mucha, qui est très fort. Mais ça devient d'où l'idée de vouloir marquer l'histoire ? C'est quand même pas anodin, quoi. Bah, c'est de la vanité. Que ça. En fait, c'est lié à ma terreur de la mort, parce que je suis depuis toujours persuadé que la mort, c'est vraiment t'arrêtes de respirer et de vivre et c'est fini, quoi. Et vraiment, c'est l'abysse, quoi. Il n'y a absolument plus rien. Après, t'as plus de conscience, donc c'est pas grave. Mais il n'y a plus rien, quoi. Et je me dis, si en fait, pour moi, l'éternité, c'est rien, à quoi sert mon existence ? Voilà. Et tu lui donnes un sens en voulant que les gens se rappellent de toi. Ouais, enfin, c'était l'objectif, c'était le projet à la base. Pas sûr de réussir, mais c'était le projet. Ok. Voilà. Ça me fascine toujours les gens qui ont la même opinion sur la mort que moi, c'est-à-dire qui croient pas à la vie après la mort, ni à une forme de paradis ou de continuité, et qui en ont peur parce que moi je trouve ça hyper rassurant. C'est pareil pour tout le monde, à la fin on meurt et il y aura plus. Enfin, t'es en plus fait, là, quoi. Soit tu le vois, fous, quoi. C'est ça, soit tu le vois comme un soulagement et toi t'as l'air de le voir comme ça, genre en fait il y a plus. J'ai pas hâte non plus et je suis triste quand les gens meurent, bien sûr, mais c'est juste pourquoi je m'inquiéterais de ce que les gens pensent de moi après ma mort alors qu'il y a aucune notion, enfin je n'en aurais aucune notion, ce qui est peut-être égocentrique, genre moi je m'en fous, je le saurais pas, donc pensez ce que vous voulez, mais tu vois, oui, on n'a qu'une vie et à la fin on meurt et c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde, donc en fait C'est vrai. avoir une vie exceptionnelle n'est pas une obligation, parce que sinon tout le monde devrait en avoir une et ce serait fatigant, quoi. Mais bien sûr. Mais il y a l'idée de vouloir qu'on se souvienne de toi. Mais donc, pour pas vraiment mourir. Mais je pense que c'est notamment pour ça que plein de gens font des enfants.
pour garder une trace. Ouais, mais la pour laisser portée. une trace. Mais c'est plus, Tu te souviens de ton arrière-grand-père? Non, je l'ai jamais connu. Donc à 3 générations, c'est mort en fait, ça sert plus à rien. Ah, toi, t'es vraiment dans le truc tu gagnes un peu de. de temps. Tu gagnes 1 ou 2 générations Ouais. Ouais, pour donc être l'arrière-grand-père sympa. t'es vraiment dans le truc de. Mais c'est le complexe d'Achille, de je crois que Victor ça s'appelle Hugo, comme ça. quoi. Léonard de Vinci, carrément. C'est. Ouais, non, mais c'est comme Achille, quoi. C'est qu'il dit au début de la guerre de Troie, enfin juste avant la guerre de Troie, il voit sa mère qui lui dit de 2 choses l'une, soit tu restes ici, tu fais pas la guerre de Troie et tu vis une vie heureuse et tout ça, soit tu vas à Troie et tu inscris ton nom dans l'histoire, mais tu n'en reviens pas. Et il dit bah ok, je réfléchis, même pas une seconde, et il y va. Et il veut et voilà. Et c'est complètement ça, quoi. Moi je suis prêt à mourir j'allais dire à 35 ans, mais je les ai dépassés, merde. Je suis prêt. T'es en retard, hein. Non, mais vraiment, je suis prêt à mourir à 50 ans si je sais pas, parce que là, je suis en train de me dire, j'ai envie. Là, je suis en train d'avoir vraiment très envie d'avoir des enfants, donc j'ai envie de les voir grandir, mais. Ah, t'es cuit déjà. Le héros maudit, c'est cuit comme. Ah ouais, voilà. Mais en fait, de base. Tu changes des couches. T'allais trop loin. C'est ça. T'allais trop loin dans ta vie. Mais initialement, c'était ça mon idée de réussir mon existence, quoi. C'est pas grave, je meurs à 27 ans comme toutes les idoles, mais je suis une idole. J'adorais être ton psy, vraiment. Non, mais c'est vrai, je me dis. Il y a du taf, ouais. Non, en plus, c'est même pas. Je pense pas qu'il y ait du taf, c'est juste T'as déjà fait une. T'as déjà bonne creusé pas partie. mal de trucs. Ouais. Mais pourquoi t'as peur de ça? Bah parce que la vanité, écoute, voilà, bon. Bah, Next. Non, mais il suffit d'être lucide, quoi. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, je crois. peut-être. C'est marrant que tu trouves que ce soit aussi simple. Je pense pas que c'est très simple, au contraire. Ouais. Pourquoi tu veux des enfants? Je suis très contente parce que t'es le premier invité de The Ah ouais Boys Club qui me parle de parentalité. Alors bon, c'est aussi lié au fait que j'ai eu pas mal de jeunes hommes, Oui. soit Pas le même âge que célibataires, moi. soit pas mariés en tout cas, ni rien. Ouais. Donc voilà. Mais t'es le premier à me dire je veux des enfants. J'en ai pas voulu jusqu'à, je dirais, il y a 5 ans. Et au fur et à mesure, là, ça commence à de plus en plus faire son petit chemin dans ma tête. Et j'avais rien contre avant, mais je me disais, il faut que je réalise plus dans ma vie, que je me réalise plus. Et là, je suis en train de réaliser que avoir des enfants, c'est se réaliser aussi. Et j'ai trouvé une personne avec qui j'ai très envie de le faire. Quand bien même elle aussi, c'est. Ce qui est quand même une condition sine qua non, hein, si je puis me permettre. Oui, C'est voilà. toujours mieux, en tout cas. Et dans des conditions, parce qu'on a une façon de vivre un peu particulière, mais dans des conditions aussi qui vont s'adapter à tout ça, et on en a beaucoup discuté et réfléchi ensemble, et c'est super. Et en fait, j'ai envie de transmettre. Je me visualise bien, en fait. J'ai envie d'élever un petit être. J'ai envie d'éduquer quelqu'un. C'est con, mais je me dis qu'on a tous une responsabilité humaine, et même à l'échelle de la Terre, en fait. Plus on va élever des petits gars et des petites meufs qui sont éveillés, qui sont intelligents et qui sont modernes et qui ont une façon de voir la vie que moi je respecte, et plus on a de chances que l'humanité se sauve. Parce que là, on est mal barré. On est dans un mauvais. On peut croire qu'on est sur une fausse route et qu'on va s'éteindre. Franchement, notamment au niveau de l'écologie, si ça continue comme ça, on va s'éteindre assez rapidement. Mais si on élève nos jeunes, nos enfants, justement à être éveillés, à être conscients de toutes ces choses-là et à travailler d'une autre manière, à se réinventer, à essayer de donner une autre direction, à faire dévier un petit peu l'humanité, qu'on soit moins dans l'oligarchie et toutes ces choses-là. On va peut-être y arriver, et voilà, et ça donne envie en fait de. C'est très positif, putain. Ça nous change de la vanité là. Ouais. Je mûris un peu. Il a changé avec les années. Ceci dit, c'est marrant parce que il y a une autre face aussi du fait de pas vouloir faire des enfants, c'est que justement comme tu es en train de dire, l'humanité part un peu en couille. Le fait de dire en fait tu viens mettre au monde un enfant qui va grandir et qui va lui-même consommer, rentrer dans le schéma, parce qu'on peut pas faire autrement aujourd'hui, voire même être dans un monde complètement niqué demain s'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques, etc. T'as ce pendant là aussi, tu vois. Oui, non, mais c'est très paradoxal, quoi. Complètement.
Mais c'est vrai qu'on est un peu sur un fil en fait. Il y a un côté. Mauvais choix, on ne sait pas. Ouais, il y a un côté. Je fais le pire cadeau à un être humain, de lui donner la vie dans le monde qui va à sa perte. Mais je me dis, si on voit les choses comme ça, on se tue en fait. Ça sert à rien. Enfin, moi, je me serais tué déjà. Et l'autre choix, l'autre côté, on se dit, bah non, je vais donner la vie à un être humain et essayer de lui inculquer un maximum de valeurs et de principes pour que, ensemble, cet être humain et moi et notre famille et ce qu'on va construire ensemble essayent d'influencer les gens autour de nous et au fur et à mesure qu'on se répande comme un virus positif, comme un virus cool qui va essayer d'amener les choses, des choses meilleures, même si je suis loin d'être parfait. Il y a plein de choses que je fais pas bien. Je mange encore de la viande, par exemple. Mais peut essayer d'évoluer, d'avancer et Non, mais je pense que aussi c'est la pensée en fait. C'est d'éveiller les gens et d'essayer de s'éduquer les uns les autres et d'essayer d'aller de mieux en mieux. Et de se faire comprendre des principes importants. Voilà. On revient dans la discussion, Mimi, sinon on va faire une histoire de daron. Hein, tu sais. Mais, une histoire de futur daron, écoute. Non, mais pourrait être bien, un je angle. suis très contente qu'on puisse aborder ce thème-là. Et mince, j'avais un truc. Oui, tu disais éveiller les consciences autour de soi. En parlant de ça, en se rapprochant un peu moins dans le futur que le jour où tu auras un enfant, il me semble que toi, tu t'identifies comme féministe. Complètement. Une personne féministe. Ouais. Comment tu fais en tant que mec pour transmettre ce message autour de toi, que ce soit aux hommes ou aux femmes? J'essaye, sans être paternaliste ou condescendant, d'expliquer aux gens quand ils disent des choses qui vont pas dans le bon sens en fait. Mais ça marche pas que pour le féminisme en fait. Enfin dans le bon sens selon moi, hein. Attention, j'ai pas la science infuse et je fais sûrement des erreurs et je dis sûrement des conneries et j'en ai peut-être dit depuis 1 heure, j'en sais rien. Mais j'essaye de m'améliorer en tout cas et le petit chemin que j'ai fait et que j'ai conscience d'avoir fait dans le bon sens, ou le sentiment d'avoir fait dans le bon sens, j'essaye de partager ça et d'éduquer un petit peu, entre guillemets, les gens autour de moi. Et c'est difficile à faire, en fait. C'est difficile parce que t'as pas envie d'être... de prendre les gens de travers, en fait. T'as pas envie de les vexer parce que c'est pas constructif. T'as pas envie de leur dire écoute, t'as besoin d'être déconstruit, tu vois. Je pense que ça, c'est difficile, en fait. Et c'est un truc que auquel vous faites face constamment en fait, quotidiennement, et t'as pas envie de dire à une personne non, alors là ce que tu dis c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que pour le féminisme, moi j'essaye toujours de renvoyer vers des filles, ou identifier filles, des personnes qui subissent le sexisme ou le quotidien difficile d'une femme ou une personne identifiée femme. Et ben voilà, il faut relayer la parole des gens qui savent en fait, des personnes qui sont concernées. Et ben, c'est pas évident, mais voilà, j'essaye de faire ça. Et au tout début du podcast, t'as dit un truc genre j'ai un perfectionnisme qui, comme la masculinité, est peut-être un peu toxique. Ouais. Qu'est-ce que tu identifies de toxique dans la masculinité? Franchement, tout. Quasiment tout, en fait. Et il y a quelques valeurs qui sont peut-être appréciables. Le côté, il faut essayer de protéger le plus faible, essayer d'être fort et d'être positif et d'être battant et tout ça. C'est cool. Mais malheureusement, chacun de ces aspects a un côté négatif, en fait. C'est-à-dire que on nous apprend des trucs qui sont censément positifs, genre il faut être fort, mais le double tranchant de ça, c'est que implicitement on te dit si t'es faible, t'es vraiment une merde. Alors que il faudrait apprendre je pense, il faudrait dire essaye d'être fort, si tu échoues, c'est pas grave. T'as le droit à avoir des moments de faiblesse et ça va construire ta force plus tard. Je crois. Mais je trouve que c'est très toxique, en tout cas pour l'instant, parce que et puis ça implique aussi que le problème, c'est que c'est le problème du genre en fait. C'est que quand on te dit
toi, mon petit garçon, il faut que tu grandisses pour être fort. Ça implique aussi que les filles ne sont pas censées être fortes. Je dis pas que c'est la vérité, hein. Justement, c'est que c'est ce qui est impliqué. Et donc, tu vois, et même la chevalerie, tu vois, le côté il faut être galant, il faut être ci, il faut être ça. En fait, il faut être respectueux et généreux avec les êtres humains. Faut pas être Moi, je trouve que la galanterie, c'est de la merde. On s'en bat les couilles, en fait, ou les ovaires. Mais tenir la porte à une dame, c'est pas plus admirable que de tenir la porte à un gars. On s'en fout, en fait, de ça. C'est juste, tiens la porte à la personne derrière toi parce que tu as envie d'être généreux et sympa avec cette personne, ou poli. Mais la galanterie, ou invite la nana quand c'est votre premier verre ou votre premier resto. Non. Invite la personne si tu as envie de l'inviter, que tu es généreux et que tu as envie de lui faire plaisir, ou que tu as envie de la mettre bien, tu vois, c'est cool. Mais il faut pas que ce soit en rapport à son genre, en fait. On s'en bat les steaks de ça. Enfin, maintenant, moi, je m'en bats les steaks. Mais c'est vrai que je me suis construit en me disant, ok, faut que je comment, je sais pas, merde, je vais faire une Van Damme. Provide. Comment on dit provide? Faut que tu assures une... Que tu fournisses, Ouais. mais que tu fournisses un service, que tu sois... Et le provider, c'est celui qui ramène... C'est le chasseur qui ramène, ouais, à la fois qui rapporte à manger. Etc. Ouais, voilà. En tout cas, c'est un rôle actif, quoi. Ouais, c'est un rôle actif de... en gros, monsieur va travailler ou rapporter de la pitance et madame va préparer la pitance. Voilà. Et ça, je me suis construit là-dedans. En plus, j'ai été élevé par une mère au foyer, quoi. Donc pour moi, c'est la construction logique dans ma tête initialement. C'est vraiment maman va faire la bouffe, nettoyer le linge, faire le ménage dans la maison et gérer les enfants et tout ça. Mais c'était son choix à elle aussi, hein, donc elle n'a pas fait à contre-cœur. Mais justement, je me suis bagarré avec ma mère quand j'ai commencé à être un jeune adulte et je lui ai dit je vivais encore chez mes parents, mais je lui ai dit s'il te plaît, arrête de laver mon linge. Parce qu'elle venait dans mon placard et elle récupérait mon linge sale et elle lavait mes trucs et c'est très gentil de sa part. Mais à un moment, je lui ai dit maman, stop. Pourquoi c'est toi qui fais ça? Elle dit tu vois, c'est normal. Non, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Je suis un adulte maintenant, je peux le faire. Et après, elle a jamais dit c'est normal parce que t'es un garçon et t'as d'autres choses à foutre. Hein. Mais elle a toujours dit, c'était son côté protectrice, maman, quoi. Mais moi, je me suis construit aussi en jeune adulte à me dire, en fait, moi, je vais être fier d'être indépendant et je sais cuisiner, je sais coudre, je sais repasser, je sais faire toutes ces choses-là qu'on attribue aux femmes culturellement. Et je suis trop fier de savoir le faire et de le faire bien. Et tu vois, voilà. Et quand on me dit, oh, tu sais coudre? Je dis, bah ouais. Et so what, quoi. Enfin, c'est normal, si t'as envie de... Enfin, je sais pas. Oh là, j'ai l'impression d'avoir dévié des sujets de... Non, c'est vachement bien comme épisode, je suis très contente. Okay. On va conclure gentiment. J'ai 3 questions pour toi, t'es prêt? Vas-y. Première question, qu'est-ce que tu dirais à un garçon, disons, adolescent, qui écoute ce podcast? Mets-toi à la place des meufs. En réponse courte. Mets-toi à la place des meufs parce que c'est pas facile pour elles dans la société dans laquelle on est. Et si tu te mets dans ces baskets un peu de temps en temps, tu vas te rendre compte de tous les trucs bidons que tu fais. Et donc, si t'es malin, t'arrêteras de les faire. Et potentiellement, tu vas parler avec elle et tu vas dire putain, c'est nul. Et elle va t'apprendre des choses et voilà. Waouh, un nouveau monde s'ouvrira à toi. Ouais, mais grave, c'est clair, je pense. Ça va être trop bien. La deuxième question, je te l'ai posée en avance, c'est quel homme réel ou fictif représente pour toi un exemple de masculinité positive? C'est là qu'on boucle un peu, puisque c'est Jeff Probst, l'animateur de Survivor. Je t'aime trop. Non mais, j'ai réfléchi à cette réponse parce que c'est très construyant en fait dans ma tête. D'une, c'est vraiment l'américain type, c'est Ken, il est hyper beau, il est musclé, il est, tu vois, les yeux bleus, machin. Vraiment l'américain conquérant comme tu peux te l'imaginer. Il a une belle voix, il est charismatique, il est super cool. Voilà. Donc tu te dis, waouh, c'est l'homme parfait. Mais pas seulement, en fait. Il est aussi extrêmement sensible.
C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment dans Survivor où les gens sont en train... Il est très très... empathique ou... Empathique, ouais. C'est-à-dire que dès qu'il sent que les gens sont émus, il dit mais là t'es en train d'être touché par ce qui est en train de se passer. Les gens, et il les invite sans les pousser à lâcher les larmes parce que ça fera de l'audience, mais il les invite à exprimer ce qu'ils pensent et à exprimer ce qu'ils ressentent et tout ça. Il est très ouvert là-dessus. Et aussi lui-même en fait il est très attentionné en fait, ce qui est une valeur qu'on attribue plutôt aux femmes de manière générale. Et il est extrêmement attentionné, c'est-à-dire que tu sens qu'il aime les gens, il aime les concurrents, et quand ils se blessent ou quand ils ont des moments où qui sont effondrés en larmes et tout ça, eh ben, il va leur faire un câlin où il leur dit des mots très gentils, il dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, on est avec toi, c'est super ce que tu fais. Il est hyper chaleureux et hyper aimant et hyper émotionnel en fait. Et ça, c'est un truc qu'on attribue plutôt aux femmes. Et c'est marrant parce qu'avec son physique et son charisme et son côté très homme, il est très masculin. Et à la fois, pour moi, il représente une manière très moderne et très en avance sur son temps d'être masculin. Et il y a un dernier exemple qui s'est passé dans une saison récente. Je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, parce que je vais vous convertir et vous allez regarder Survivor. C'est déjà fait. Il y a un concurrent qui a été au cours d'un conseil, qui a été outé en tant qu'homme transgenre devant tout le monde. J'avais suivi l'affaire, j'étais en mode oh my god. C'est-à-dire que le mec qui l'a outé, il a fait le concurrent s'appelle Zik. Bon, je vous le spoil. Et il dit il était en train de dire ouais mais Zik on peut pas lui faire confiance machin, il fait des trucs dans son coin et tout, on peut pas lui faire confiance dans la tribu. Et il sentait que son argument marchait pas. Il fait et par exemple Zik, est-ce que t'as déjà dit à quelqu'un que t'es transgenre? Wow. Et là Jeff, donc le host, il a fait wow comment tu te permets de faire ça? Et il a réagi immédiatement en disant c'est impossible, on peut pas tolérer que tu fasses ça. Wow. Et Zik, il était genre complètement impassible, tu vois, tu sentais qu'il y avait quelque chose en lui qui était en train de crever sur place, quoi, genre j'avais pas prévu de faire ça en fait, j'avais pas prévu de me outer et personne ne s'en doutait, personne ne disait il est un peu non, rien, c'était un mec, c'était Zik, c'était un concurrent et voilà, on s'en foutait de son genre en fait. Et vraiment tout le conseil, et c'est Jeff vraiment qui a pris les choses en main et qui a mené la discussion pour dire vraiment tu respectes pas qui il est en fait, tu respectes pas ses choix, tu respectes pas son rythme de s'il a envie d'en parler, peut-être qu'il en parlera, mais c'est à lui de le décider. Et là tu lui as complètement volé son droit à sa propre identité, sa propre histoire et tout ça. Et il a eu une façon hyper woke, comme on dit, de réagir quoi. Et j'ai trouvé ça admirable. Ils ont passé ça à la télé. Ouais, mais évidemment, sur le cul en regardant évidemment avec l'accord de la personne. Non, mais bien sûr, mais c'est surtout pour moi c'est une fantastique moment d'éducation entre guillemets. Complètement. Et justement, tu vois, moi j'étais au bord des larmes parce que c'est émotionnellement hyper lourd. Et en plus, j'étais aussi ému du fait que un show aussi énorme que Survivor, parce que c'est énorme aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène quoi. Ouais. C'est Koh-Lanta en France, ça marche très très bien, mais aux États-Unis, toute proportion gardée, c'est genre 5 fois plus quoi. C'est vraiment y a des millions et des millions de gens qui regardent Survivor. Et donc l'impact sur les gens qui ont regardé ça, je me dis putain, c'est tellement cool, c'est tellement positif, même si les circonstances sont très très dures, parce que on aurait aimé que ce soit épargné à cette personne d'être outé devant tout le monde en tant que transgenre parce qu'il n'avait pas envie forcément de parler de sa transition. Justement, il en fait un moment positif. Quoi. Et justement, Jeff l'a transformé en moment positif avec et d'ailleurs tous les autres, et même le mec qui a outé immédiatement en fait. C'est 3 secondes plus tard. 3 secondes plus tard, il s'effondre et il fait oh putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Et il est sincère, il est hyper sincère. Et lui-même, il est gay. Enfin, tu vois, et il est du coup sensible à la cause et tout ça. Et non, mais tu vois, ce jeu te pousse dans des extrêmes incroyables. C'est la fin. C'est incroyable. Non, mais c'est la fin FAIM, quoi. Je pense vraiment que la fin est le fait de pas dormir. Non, c'est pour ça que ce jeu est génial. Et la compétition aussi. Il y a la compétition. À la base, il fait ça pour qu'il soit éliminé. Et pas pour ce qu'il. Il le fait pas pour l'éliminer parce qu'il aime pas les trans. Il le fait pour qu'il soit éliminé parce qu'il veut. Parce que c'est un bon concurrent. Il est sur le grid, lui. La personne trans est plutôt un bon concurrent dans cette saison-là. Et le mec qui le out, parce qu'il se sent menacé, il dit il va aller trop loin dans le jeu. Il cache des trucs. Il est trop voilà bien. ce qu'il vous cache. Voilà. Tu vois.
Et Wow. ça a été extrêmement bien géré par la prod et dans le montage, j'imagine aussi, et Jeff, qui est donc animateur et producteur du show, parce que voilà. Mec, tu me l'as vendu, c'est bon, Ah, c'est parti. Le mec est génial, il est Adieu. vraiment génial. Adieu Fabrice. Et j'avais Histoire beaucoup de Daron, aimé- c'est fini, vous l'aurez entendu ici en premier, puisque Fabrice Il va regarder Survivor à la Oh place. my god. Si tu veux, on fait un podcast, on parle de Survivor. Ça tombe bien, puisque ma dernière question, Dis-moi. juste pour toi, c'est par quelle saison de Survivor on commence? S'il y en a 36. Alors, J'ai pas envie de regarder 36, aide-moi Lucien. non, bah déjà, je t'ai montré ma liste de 12 best-of. On pourra la mettre dans les show notes, on a le Ouais, droit. si vous voulez, bien sûr. Et il y en a 8 qui sont pour moi immanquables. Mais en fait, celle qui fait la meilleure introduction à Survivor, pour moi, c'est la saison 19, parce qu'elle introduit un personnage, enfin un concurrent. Je les appelle des personnages tellement pour moi, c'est une série. Un concurrent qui révolutionne le jeu. T'en Complètement. dis pas plus. Mais comment on peut le savoir qui révolutionne le jeu alors que Ah, si, moi, on je a te le pas, dis. si on n'a pas vu les précédentes? Parce Mais que parce C'est que- un coréen. Ouais, non, mais vous gens- connaissez ça ressemble un peu à Koh-Lanta, etc. Voilà, vous Ok, connaissez d'accord. Koh-Lanta et tout ça. Et ce mec-là, après, On y va, Mimi, putain. Survivor, On va regarder. elle est déjà beaucoup plus loin que Koh-Lanta à l'époque, mais lui, il a pris le jeu et il l'a mis à un autre level. C'est-à-dire que Et c'était il y a à part- 17 ans, c'est ça? Non, c'est deux, deux 3 saisons. saisons par an. deux saisons par an. 2 saisons par an. Donc la 19, c'était il y a 7 ans, 7-8 ans. Ok. Ça fait un bout de temps, quoi. Et ce mec-là, en fait, depuis, il y en a quelques-uns des concurrents. Koh-Lanta, quoi. Non, mais tu vas mourir, Fab. Tellement c'est mieux. Tellement c'est 10 000 fois mieux. Mais franchement, c'est impossible. Je les ai sur mon disque dur, je vais te les filer. Il y a Tu un vas voir. dernier câble de volonté qui est en train de vaciller dans Ah la ouais, tête. non, mais de- là, c'est foutu. Faut que j'arrête T'es Hearthstone. vraiment un dealer, quoi. T'es là en mode, prends-en Ah un peu, prends-en un peu, c'est pas cher, c'est Non, mais sympa. tu regardes la saison 19 et c'est du crack, mon gars. C'est du crack. Merde. T'es direct fonce-dé et t'es direct accro. à Désolé, vous aimez bien Mademoiselle? C'est fini. Non, Oui, il va regarder Fab et ça. moi, va on va voir. regarder comment. Bah, Clémence, tu gères maintenant. Non, mais moi, j'ai découvert Survivor grâce à mon pote KO, que vous connaissez un petit peu. Bien sûr. C'est lui qui m'a dit tout ce que je suis en train de te dire, c'est lui qui me l'a dit. Et c'est lui qui m'a dit commence par la 19. C'est lui qui m'a Il dit. se refile là, de la bonne Et cam en plus. il m'a dit, mec, si t'arrives à regarder la 19 et que tu n'as pas envie, irrépressiblement, genre tu peux vendre ton père et ta mère plutôt que de regarder la 20 à la suite, c'est incroyable. Après, moi, je déconseille de regarder la 20 si tu es accroché à la 19, parce qu'il faut retourner dans le temps, plus tard, dans les éditions Oh précédentes. merde. Dr House. Le un mec, peu. il fait Star Wars, quoi. Mais pourquoi? Parce que dans la 20, c'est que des gens qui reviennent. Ah, C'est ils que ont des- fait le choc des En héros. fait, le 20, c'est plus que le choc des héros. La saison s'appelle Heroes vs Villains. Donc t'as une team. Mais oui. Aux États-Unis. T'as une team de gentils et t'as une team de méchants. Et c'est la meilleure saison que tu puisses imaginer de ce genre de jeu. C'est incroyable. Voilà. Merci Allez. beaucoup, Lucien. Merci de m'avoir sais fait pas, perdre moi. ma vie, Écoute, je dis pas merci. je vous en prie. ainsi que mon patron et co-intervieweur, Fabrice Florent. Chaud. qui- Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup d'être venu, C'était c'était trop bien. très bien. Bon, j'espère. Et on va mettre dans la description les liens pour les gens qui veulent aller voir ce que tu fais dans la Ouais. vie. Par exemple, ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube Ouais. que tu as lancée dernièrement. En octobre, ouais, je suis content, ça commence bien. C'est mérité. Merci. Bravo, vraiment. Oui. Cool. Eh ben, merci de m'avoir accueilli, invité. C'était super sympa. Trop cool. Merci à toi, merci Fab, comme Merci, Mimi. d'habitude. Et merci à toi qui écoute ce podcast, peut-être sur une appli de podcast, peut-être sur YouTube, peut-être sur SoundCloud ou que sais-je. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et des commentaires si tu es sur YouTube et des étoiles, idéalement 5 si tu es sur iTunes. Ça permettra au podcast d'être... Ah oui, je suis aussi sur Spotify. C'est vrai. Tout à fait, j'oublie, merci. Merci, Lucien. Moi, les podcasts, je les écoute sur Spotify et ceux qui Très n'y bien. sont pas, ça me fait bien chier. Il y a que le Floodcast que j'aime trop pour ne pas écouter sur Spotify, ils y sont pas. Ouais. Mais tous les autres, je dis ah, c'est pas sur Spotify, bon tant pis. Tout à fait, The Boys Club est sur Spotify et en plus Et j'en suis tous très les fière. podcasts de Mademoiselle, d'une manière générale, Oui, sont sur il Spotify. y a Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast de Clémence Bodoc qui est trop bien. Il y a les podcasts Mademoiselle, dont Laisse-moi kiffer, la nouveauté qu'on a lancée avec Louise, Cédric et Kalindi, qui est extrêmement con comme podcast. C'est Je un vous conseille de podcast- l'écouter si vous aimez rire. Très con. Oui, c'est débile. Effectivement. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Salut.